Stipe Miocic qui sort du bois à quelques jours de son choc face à John Jones, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Stipe Miocic a déclaré que suite à sa défaite face à Francis Ngannou, il avait fait savoir à l'UFC qu'il voulait la belle. Les deux étaient à un partout, je le rappelle. Malheureusement, comme vous le savez, le Predator a affronté Cyril Gane puis a quitté l'UFC. Le combat, du coup, n'a jamais eu lieu. Et puis concernant la suite de sa carrière, il est resté assez discret suite à ce qui va se passer contre John Jones dans quelques jours maintenant. Bon, il avoue quand même qu'une victoire face au GOAT, comme beaucoup le disent, serait une très belle occasion de se retirer. Et puis, il a aussi confirmé qu'à l'heure actuelle, il ne voulait affronter que John Jones. C'est en partie ce qui explique qu'il n'a pas combattu depuis l'annulation de leur premier combat. Et puis aussi qu'à l'époque, il avait refusé d'affronter Tom Aspinall en short notice. Bon, écoutez, franchement, Stipe Miocic, quand il était champion, quand il était au top, j'aimais beaucoup. Je reprochais à l'UFC à l'époque de ne pas le mettre assez en valeur. Je pensais qu'il y avait un petit truc à faire avec le côté pompier, le côté poids lourd qui a battu le record de défense de titre. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais là, je comprends pour l'UFC que ça a été une galère. L'interview que j'ai écoutée, elle dure plus de 20 minutes. Il fait les réponses les plus courtes possibles. Il ne développe pas. Le moment où il a le plus parlé, c'était pour parler de son équipe favorite de football américain. Donc aujourd'hui, avec le recul, je comprends que le marketing autour de Stipe Miocic n'ait pas été des meilleurs. Sinon, ce week-end, Gérald Mercier va accueillir le nouveau venu à l'UFC et ancien double champion du ONE FC, Rainer Derrider. Il y a quelques semaines, je vous disais que les deux s'étaient déjà entraînés ensemble, sauf que ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que ça s'est passé assez récemment, il y a 2 ou 3 mois, d'après ce que Gérald a confié lors d'une interview. Il nous a aussi expliqué que d'après lui, ça va être très compliqué pour son adversaire de faire le poids, à savoir les 84 kilos. Je rappelle qu'il combattait dans des catégories supérieures au ONE FC. Et puis il le décrit comme un grappleur patient lorsqu'il est en position dominante et qui utilise son striking plus pour amener ses takedowns que pour faire de réels dégâts. Alors que lui, même s'il possède plusieurs victoires par soumission à son palmarès, il estime être un combattant de MMA complet, passer plus de temps à échanger debout et surtout avoir une meilleure lutte. Il trouve que Derrider n'utilise pas vraiment des techniques de lutte pour arriver au sol, mais plutôt des techniques de judo, voire même essaye de te monter sur le dos alors que vous êtes seulement en phase de clinch. Donc il pense que ça peut faire la différence pendant leur combat. Et puis pour la suite de sa carrière, en cas de victoire, il aimerait affronter un adversaire classé, ou alors encore mieux, avoir un gros combat contre un gros nom, pourquoi pas un vétéran, pourquoi pas quelqu'un qui fait parler de lui en ce moment, sur la carte principale d'un pay-per-view, afin de bénéficier davantage d'exposition. Il explique que maintenant, voilà, la ceinture c'est quelque chose, mais ce qui compte à ce stade de sa carrière, c'est d'avoir de l'exposition, d'être connu, et il le dit pas, mais forcément d'engranger un peu plus d'argent, on peut bien s'en douter. Et puis il envisage de combattre 3 fois en 2025, et puis forcément, 3 victoires seraient le top. On va se projeter un peu au mois de décembre maintenant, et l'UFC 310, Chase Hooper contre Clay Guida. Il faut savoir que les deux se sont déjà affrontés dans un combat de grappling, c'était en 2022 si je dis pas de bêtises. Hooper l'avait emporté par soumission. Il est bien conscient d'ailleurs, Hooper, que les choses seront différentes cette fois-ci. Ne serait-ce que d'ajouter le striking, ça change forcément tout. Il a expliqué que trouver des sparring partners qui ont un physique et un style semblable à Guida dans les grandes lignes, bien sûr, c'est plutôt simple, c'est-à-dire des petits lutteurs trapus, il y en a beaucoup dans sa salle. Par contre, des gars qui ont les mêmes mouvements de tête, angles de frappe et qui te mettent une si grosse pression, il n'y en a pas tant que ça. Il a donc dû demander à ses sparring partners au final de s'adapter et de ne pas en faire venir des nouveaux. À l'UFC 310, un des scénarios les plus probables d'après lui, c'est que Clay veuille garder le combat debout, c'est qu'il lui permettrait à lui, Hooper, de jouer de son allonge pour le maintenir à distance. Clay, dans ce cas-là, serait alors poussé à envoyer un takedown désespéré, et lui, il profiterait de ça pour le terminer en grappling. C'est un des scénarios, bien sûr, mais il dit tout peut se produire, je suis prêt à tout, je suis prêt à passer de un sale moment, voilà, à me faire grinder, comme il dit. Donc il est prêt, d'après lui, à tout. D'ailleurs, ce sera déjà son 10e combat à l'UFC à Hooper. On le voit toujours comme un jeune nouveau venu, mais il a 25 ans, je crois, cette année, Hooper, donc une belle expérience quand même. Et puis quand on lui demande quelle serait la suite pour lui, il répond que tester son grappling face à Pimblet l'intéresse énormément. Ce serait aussi l'occasion de faire son entrée dans le top 15. Mais si l'UFC ne lui donne pas l'anglais, il assure qu'il y a énormément de combats intéressants hors du top 15. Moi, chez les légers, on peut pas lui donner tort.
Et puis juste pour finir, un Clay Guida, il est sur 2 défaites de suite, mais Hooper estime qu'il n'est pas encore fini. Il propose toujours de belles prestations et continue de s'entraîner très dur. Ça, c'est vrai que Guida, il perd, mais il est toujours là quand même, hein. Quand il rentre dans la cage, tu te dis, bah, peut-être qu'il peut le faire. Et puis, il ajoute que c'est un peu différent de situations comme BJ Penn il y a quelques années, ou encore Tony Ferguson actuellement. Song Yadong, lui, il veut être de la partie à l'UFC 311 fin janvier qui se tiendra à Los Angeles. Il a bon espoir que ce soit contre Oumar Nurmagomedov, même si forcément il est bien conscient que tout va dépendre des choix de Merab Dvalishvili. Va-t-il affronter Oumar ou non? Va-t-il revenir avant mars ou non? On ne sait pas. En tout cas, hein, si Oumar affronte le Géorgien, il est prêt à affronter n'importe qui, mais aimerait vraiment que ce soit à l'UFC 311. Il estime avoir passé trop de temps hors de la cage. Bah, juste pour rappel, hein, son dernier combat, c'était au mois de mars, une défaite à la décision, si je me souviens bien, pardon, face à Petroyan. Et puis puisqu'on parle de Petroyan, hein, il va combattre très prochainement en Chine contre Figueiredo. Il estime qu'il a besoin d'une victoire, bien sûr, mais pas seulement une grosse victoire et de préférence un finish. J'ai besoin de faire un statement, hein, c'est ce qu'a déclaré son manager en tout cas. C'est vrai qu'il y a tellement de monde dans la catégorie, Petroyan, et à un moment, on savait même plus s'il était dans les classements UFC. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a peut-être un an. Il y avait des rumeurs suite à ses combats contre Sterling, etc. Il avait connu un sacré passage à vide. Donc c'est vrai que s'il veut rester dans le top, il est toujours très bien classé. Il prend Figueiredo. Peut-être qu'une victoire, ça peut lui assurer un combat pour le titre ensuite. Mais je pense en effet que faire un KO, faire une grosse guerre, ça vaut mieux pour lui parce que j'ai pas l'impression qu'il soit dans les petits papiers de l'UFC. Des nouvelles d'un Français maintenant, Nassourdine Imavov, qui s'entraîne actuellement. J'ai l'impression, en tout cas, il a mis plusieurs photos sur les réseaux, à Kill Cliff, donc aux États-Unis. Encore une fois, très bon choix de Nassourdine. Il a déjà une bonne équipe en France. Il va faire ses armes un peu aux États-Unis. Très bonne mentalité. Et il arrive dans le gratin de la catégorie. Et je pense que c'est le genre de choix qui peut vraiment compter pour la suite. Sinon, on a le Lazy King, hein, notre ami Abdouragimov, qui cherche des sponsors. Franchement, c'est un peu la galère. Un combattant de son calibre qui est au PFL, il est quand même assez connu maintenant. Il a toujours besoin de sponsors pour quand il rentre dans la cage. Il a fait un appel sur les réseaux. Je vous fais passer un petit peu les images. Voilà, il a la tenue du PFL, il a le droit à quelques sponsors, donc il montre où est-ce que seront les logos. J'espère pour lui qu'il arrive maintenant à vivre du MMA, mais s'il en est à faire un appel aux sponsors, c'est peut-être pas le cas. Et c'est toujours assez dérangeant, je trouve, d'avoir des gars qui sont à un tel niveau, maintenant diffusés sur DAZN, etc., et qui ont toujours besoin de sponsors. Mais vous me direz, c'est pareil à l'UFC parfois. La petite pépite maintenant, Bonical, il y en a beaucoup qui lui reprochent de ne pas être assez actif, voilà, de ne pas prendre de risques, etc. Mais lui, il vient d'arriver à l'UFC, il dit écoutez, moi, le plus important pour moi, c'est de me développer. Un gars comme Diego Lopez, il a plus de 20 combats professionnels. Moi, je suis là seulement depuis 2022. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut lui dire, c'est regarde Lopez, il est arrivé il y a pas longtemps, il est déjà dans la discussion pour le titre. Toi, tu fais quoi? Mais voilà, lui, il vient de la lutte. J'ai l'impression qu'il veut se construire. L'UFC a bien compris ça, a bien compris qu'il y avait une force marketing autour de lui. Ils veulent le construire petit à petit. Là, il va affronter Paul Craig. Ça reste un nom, Paul Craig. Moi, j'ai Bonical favori, mais tout peut se passer. Attention, sur le dos, Craig, il peut faire mal. Donc voilà, il dit moi, je pourrais déjà demander un gars du top 5 pour la suite, mais j'ai besoin de m'améliorer. Encore une fois, je parlais de mentalité juste avant avec Imavov. Je pense que Bonical, c'est pareil, il a la tête sur les épaules. Il est peut-être conscient aussi qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur, qu'il a attendu au tournant, il prend le temps de se construire, et c'est une très bonne chose. Sinon, on a Carlos Prates. Alors là, ça, on va parler d'un choc de la nouvelle génération, un choc des pépites un peu. Il a entendu dire qu'il allait avoir un UFC au mois de mai au Brésil. Il voudrait y être et affronter Michael Morales. Ça serait un super combat. Deux étoiles montantes qui s'affrontent, surtout en Amérique du Sud. Les deux viennent de là. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. J'espère que vous appréciez l'émission jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et justement, tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et j'ai RM HR2LU qui me dit l'UFC garde Pereira pour faire Aspinal contre Pereira pour la ceinture après le départ de Jones et Miocic. Vous verrez, ça va se faire en gros après leur combat. Alors moi je te disais que pourquoi pas, ça peut être une solution, on en entend de plus en plus parler, donc je ne sais pas. Et après tu me dis ce serait un bon combat, mais c'est vrai que Aspinal est favori. Après ça reste un combat, tout peut arriver, mais ce serait beau pour Pereira. En effet, belle histoire pour Pereira. Moi je misais pas sur lui quand il arrive à l'UFC. Imaginez s'il combat pour une troisième ceinture, ce serait énorme. Et je te disais, moi j'ai Aspinal favori, mais bon, quand t'as les points de Pereira, bah, il suffit d'un coup. Donc est-ce qu'on verra ce combat? Je ne sais pas. Ensuite, on a Andy Gavo qui me dit le problème pour Rose, c'est qu'elle manque de poids et de puissance dans cette catégorie. Sinon, elle est technique, je trouve bien supérieure à l'américaine, mais ses coups ne font pas trop de dégâts, comme contre Manon. On l'a vu, la différence de puissance. Pour moi, il faut vraiment, si elle veut continuer, redescendre de catégorie.
Je pense que ça peut être une solution. En effet, le manque de puissance a vraiment été criant samedi soir dans la cage. J'ai Nemesis qui me dit Aspinal contre Jones, ça se fera jamais. Le GOAT va se faire éteindre en une frappe. Aspinal est un poids lourd 2.0. Il a le sol, la touch of death. Jones ne prendra jamais de risque. C'est retraite après Miocic, c'est certain. Trop de choses en jeu, dont la legacy de Jones et pire celle de l'UFC. Bah écoute, ouais, moi je te disais, comme toi, j'ai peu d'espoir qu'on voit ce combat un jour. Je vois aussi Aspinal supérieur à Jones, surtout aujourd'hui. Ça aurait été il y a quelques années, ça aurait été différent. Là, il y a eu des blessures pour Jones, de l'inactivité, c'est pas sa catégorie naturelle. Maintenant, ça reste du MMA et tout peut se passer. Et tu me dis, si ça se fait, alors là, c'est une dinguerie, mais il y a 1% de chance, et encore, croisons les doigts. Bon, j'ai aussi envie de voir ce combat, hein, quitte à faire. J'ai envie que le vainqueur de Miocic contre Jones affronte Aspinal. Peut-être que ça ne se fera pas, mais au final, maintenant, c'est un peu la logique des choses. Ensuite, j'ai Lassen Walid. Petite blague, tu m'as fait rigoler. Première vidéo MMA que je regarde depuis la défaite de Holloway, j'avais besoin de cette pause. Ça m'a fait rigoler, donc je vous le partage. Ensuite, on a Aferp qui me dit je suis grave hype pour le combat entre Sterling et Evloev. Et pour ce combat, j'irai plus avec Sterling. En plus, s'il devait avoir un combat pour le titre face à Topuria, ce serait intéressant car il est très grand, il a un bon striking et un très bon sol, donc je pense que ça peut être sympa. Donc moi, je te répondais que moi, je voyais plutôt Evloev s'imposer dans le combat. Maintenant, si c'est le Sterling qui est devenu champion au poids coq, si vraiment il a maintenu ce niveau, ce physique, etc., en effet, ça peut être très intéressant. J'ai peur que là, le chaos contre Malé, le changement de catégorie, tu vois, des fois, on sait pas trop, l'âge qui avance aussi, c'est toujours un doute. Mais c'est vrai que le Sterling au top, ça serait super intéressant. Là, je pense qu'on est plus dans la période Evloev, mais bon, Evloev, on l'a vu, hein, face à Allen, il a été un peu en difficulté. Ça avait été le cas face à Diego Lopez, donc peut-être que Sterling, ça y est, c'est la marche un peu trop haute. Je ne sais pas, mais l'avenir va nous le dire. Ensuite, il y a TNSN qui me dit je pense que Rose peut être la gatekeeper du top 5, voire qui mérite le top niveau. Moreno, purée, il a été ultra dominant, même si Amir revient de blessure, c'est le top 3 de la KT. Il y avait un monde d'écart entre le 2 et le 3. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a Wilson, Varela et Nassourdine qui s'entraînent avec Shafkat. Selon certaines sources, d'ailleurs, Easy versus Imavov est fait à 100%, mais très peu de confirmation, je ne me mouille pas. Bon bah oui, du coup, on a vu, j'ai pas vu qu'il s'entraînait avec Shafkat, Imavov, mais en tout cas, il a Killcliff, donc sûrement se sont-ils croisés, j'ai envie de dire. Et puis concernant Rose, bah ouais, c'est ça, gatekeeper, pourquoi pas. Puis comme je te disais après en réponse, est-ce qu'elle va accepter d'être dans le rôle de gatekeeper? Est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est fini pour elle la ceinture et elle va se dire, bah écoute, moi je me retire. Bien sûr, il y a l'argent qui rentre en jeu, il y a aussi l'envie de combattre, hein, ça compte beaucoup. Et puis concernant Moreno, bah du grand Moreno, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission, on se retrouve très prochainement. Passez une bonne soirée, salut.